On a tous connu ça, non? Cette frustration face à un problème de maths, cette petite voix qui nous dit qu'on est juste nul en maths. On finit par croire que c'est un don, une sorte de talent inné. Soit on l'a, soit on l'a pas. Et si cette idée était complètement fausse? C'est ce qu'on va explorer aujourd'hui. Alors, commençons par là. Ce mythe tenace, la fameuse bosse des maths. Cette idée bien pratique qui voudrait que certains cerveaux soient, dès la naissance, câblés pour les chiffres, pendant que les autres, tant pis pour eux. Mais la réalité est-elle vraiment aussi binaire? Le vrai problème, c'est que cette croyance est tellement ancrée qu'elle devient une prophétie autoréalisatrice. Elle crée un énorme blocage psychologique. On se dit « à quoi bon essayer? Je suis nul de toute façon ». Et cet état d'esprit, bien sûr, nous empêche d'apprendre. Mais alors, si on retournait complètement le problème? Et si l'échec en maths n'était pas une fatalité personnelle, mais plutôt le symptôme d'autre chose? Le résultat de pièges bien cachés, mais bien réels, dans la manière même dont on nous enseignait les maths? C'est cette piste qu'on va creuser. Et le tout premier piège, on pourrait l'appeler la cage additive. Il se met en place beaucoup plus tôt qu'on ne l'imagine, vraiment dès les toutes premières leçons de mathématiques. Pensez-y une seconde. Comment on apprend à compter en maternelle? On ajoute des pommes, on enlève des cubes. C'est simple, c'est concret, ça paraît totalement logique et inoffensif, mais sans qu'on s'en rende compte, on est en train de construire une vision très, très limitée de ce que sont les nombres. Ce conditionnement, répété des milliers de fois, crée ce que les spécialistes appellent la pensée additive dominante. En gros, ça devient un réflexe. Notre cerveau est tellement formaté à ajouter et soustraire qu'il va essayer, par défaut, de résoudre tous les problèmes de cette manière. Et c'est là que cette connaissance, au départ très utile, se transforme en ce qu'on appelle un obstacle didactique. L'école, en voulant bien faire, nous donne une base solide, addition, soustraction, mais ce qui nous aide au début devient une véritable cage mentale, qui plus tard nous empêchera de comprendre des concepts plus complexes. Passons au deuxième piège. C'est l'exemple parfait qui montre comment cette fameuse cage additive devient un problème majeur quand on arrive à la multiplication. Alors, comment on nous explique la multiplication? Comme une simple addition, mais répétée. 3 fois 4, facile, c'est 4, plus 4, plus 4. C'est intuitif, ça marche super bien avec les nombres entiers. Le piège est parfaitement dissimulé. Mais voilà, ce modèle si pratique s'effondre lamentablement dès qu'on sort des nombres entiers. Prenez 0,7 fois 4. Comment vous faites pour additionner 4 à lui-même 0,7 fois? C'est impossible, ça n'a aucun sens. Le modèle, qui était une aide, devient la source même de notre confusion. Et les conséquences de cette rupture intellectuelle, elles sont énormes. À partir du moment où on doit abandonner la logique pour mémoriser des règles qui semblent sorties de nulle part, les maths perdent tout leur sens. Pour beaucoup d'élèves, c'est vraiment là que l'intérêt et parfois même l'amour pour la matière commencent à s'éteindre. Et pour ne rien arranger, le langage de tous les jours vient jeter de l'huile sur le feu. Poser une question comme « combien de fois plus ?» Le mot « plus » est un véritable piège cognitif. Pour un cerveau entraîné à penser « addition », il active immédiatement le mauvais réflexe. On arrive maintenant au piège le plus surprenant, le plus contre-intuitif. Les méthodes qui sont conçues spécifiquement pour aider les élèves en difficulté peuvent en fait aggraver leur cas. Regardez-moi ce cercle vicieux. Un élève bloque sur un concept. Pour l'aider, l'enseignant, plein de bonnes intentions, lui donne des objets concrets à manipuler. Mais en comptant et en manipulant ces objets, qu'est-ce que l'élève fait? Il renforce sa pensée additive. On consolide, sans le vouloir, la racine même de son problème. Le paradoxe est terrible. L'élève qui reçoit le plus de soutien de ce genre est celui qui risque de se retrouver face au plus grand mur cognitif quelques années plus tard. L'aide, qui devait être une bouée de sauvetage, devient en fait un poids qui l'enfonce. Bon, rassemblons un peu toutes les pièces du puzzle. Qu'est-ce que ces 3 pièges nous apprennent au fond sur la nature de l'échec en mathématiques? On a donc vu comment un premier réflexe, la pensée additive, est d'abord installé, puis renforcé par un modèle de multiplication qui ne tient pas la route, par un langage piégeux et même par les tentatives d'aide. Ce ne sont pas des accidents isolés. Ce sont les engrenages d'un même mécanisme, un problème systémique. Et la conclusion, elle est assez forte. Être nul en maths est bien souvent moins une question de capacité individuelle que la conséquence logique, et même prévisible, des obstacles créés par l'enseignement lui-même. La responsabilité est donc en grande partie institutionnelle. La vraie leçon de toute cette analyse, elle est donc là. La solution, ce n'est pas de s'acharner à réparer l'élève, c'est de reconstruire les fondations même de la manière dont on enseigne les maths. Ce qui nous laisse avec cette question, fondamentale pour l'avenir. Au lieu de répéter encore et encore des méthodes qui créent ces blocages, comment pourrait-on tout réinventer?
Comment faire pour que les mathématiques redeviennent enfin une porte qui s'ouvre pour tout le monde et non plus une cage?